Aurélie Jean, donc scientifique spécialiste des algorithmes et qui est auteur de l'autre côté de la machine. Et Julie Davico-Pahin, donc présidente déléguée d'Aix-Marseille French Tech et CEO d'Ombrea. Merci à tous les trois. Alors, pendant le confinement, la crise, on a montré que le numérique avait une vraie place, en tout cas dans la gestion de la crise, dans la réactivité, et que ça avait peut-être encore plus montré la valeur ajoutée du numérique. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Donc en fait, quand vous m'avez demandé comment la tech peut aider à relancer, à sortir de la crise, en tout cas à relancer l'économie, j'ai retenu 3 points en fait. Le premier, c'est le fait qu'on peut mettre en exergue 2 points importants qui ont été mis en évidence et auprès du grand public durant ce confinement et cette crise, et qui sont, à mon sens, 2 leviers pour relancer l'économie. Il y a d'une part, je vais commencer par la souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, un sujet qui était, je pense, réservé à une certaine élite, ou en tout cas une minorité d'individus, dont nos dirigeants politiques et certaines personnalités de la technologie et des sciences, c'est qu'en fait, on est... par le confinement et par l'usage intensif d'outils numériques qui n'étaient pas français, et par des décisions politiques d'aller chercher des solutions non dans l'écosystème français, mais dans un écosystème étranger auprès de puissants technologiques, on s'est rendu compte en fait, que la souveraineté était un sujet stratégique énorme et tout le monde s'en est rendu compte. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui était initialement réservé à une certaine élite est devenu un sujet populaire, au sens positif du terme. Et tout le monde s'est approprié le sujet. Et je pense que, parce que tout le monde s'est approprié le sujet aujourd'hui, et tout le monde s'est rendu compte des enjeux politiques, économiques et sociétaux, il faut profiter de ça en fait pour essayer d'avoir une vraie politique de souveraineté numérique, et je parlerai même de souveraineté analytique, parce que les enjeux ne sont pas tant dans les usages digitaux, mais davantage dans la data qui est utilisée. On y reviendra effectivement. Voilà. Oui. Donc ça, c'est un point important. Et un autre point important, c'est l'inclusion numérique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des grosses inégalités entre certains territoires et Paris, mais aussi entre certaines catégories sociales, il faut le dire. Et on se rend compte que l'inclusion numérique, en fait, est un enjeu aussi pour sortir de cette crise et un levier économique, et il faut vraiment se rendre compte, un levier de relance économique, et on pourra en reparler, entre autres, avec, par exemple, l'arrivée de la 5G. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la 5G d'un angle technique et scientifique, et c'est bien, mais on en parle rarement sous un angle inclusif, et c'est dommage, en fait. Effectivement, on va y revenir également. Ouais, parce que c'est important. Et les 2 autres points que j'avais soulignés, alors c'est quelque chose que je trouve, c'est par rapport au plan de relance économique qui a été proposé récemment par notre gouvernement, qui est un plan de relance ambitieux, très intéressant. Après, il y a 2 choses que je souligne. La première, c'est que, encore une fois, la technologie et le numérique sont vus comme un outil, comme un moyen, et pas comme une discipline. Et je pense que si on reste dans cette idée que le numérique est un outil, on ne va pas arriver à anticiper les prochaines révolutions, on ne va pas arriver à être acteur de ces prochaines révolutions parce qu'on attendra en mode passif le numérique qui vient vers nous, les nouvelles technologies, les prochaines générations d'outils, parce qu'on voit le numérique comme un outil et pas comme une discipline. Et ça, c'est quelque chose que je remarque très régulièrement dans l'approche en fait, de nos dirigeants du numérique. Et un point alors, qui m'a beaucoup étonnée, c'est que la recherche académique n'a pas du tout été mentionnée dans le plan de relance. Et en fait, pour parler du numérique pur, de l'intelligence artificielle, des sciences numériques, on a vu ces 10 dernières années une accélération des développements technologiques, mais vraiment, c'est impressionnant. Et dans la recherche académique, pour vous donner une idée, je donne souvent cet exemple, mais moi, quand j'ai commencé ma thèse il y a 17 ans, ce que j'ai fait dans thèse n'est pas dans l'industrie aujourd'hui, pas encore.
Et ce qu'on fait aujourd'hui dans la recherche académique en intelligence artificielle se retrouve 2-3 années après, peut se retrouver 2-3 années après dans un cas industriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une translation du savoir et des résultats de recherche vers l'industrie qui est accélérée. Et donc, considérant ça, il faut comprendre que la recherche est un vrai levier de relance économique, chose qu'on n'a pas du tout vue encore en France et qu'on ne voit pas. Et je trouve ça dommage, parce qu'on va passer à côté de pas mal d'innovations technologiques qui vont peut-être être amenées à être utilisées dans des industries étrangères, et c'est dommage. Voilà, ça fait partie des 3 points qu'on va développer, effectivement. Voilà. Merci Aurélie. La même question pour votre voisin. Oui, on va le prêter. Alors vous avez en plus vous aviez une casquette que je tiens à préciser, donc vous me dites si je me trompe, un directeur de la transformation digitale et IT du groupe agricole. Voilà, et je l'ai vécu même pendant le début de la crise du confinement. J'étais patron de l'IT du groupe. Bonjour à tous. Peut-être avant de dire si la tech va être un vecteur de la relance, moi je voudrais souligner que la tech a joué un rôle majeur dans la première partie de cette gestion de crise. Oui. Souvenons-nous, à partir du mois de mars, la télémédecine a sauvé des vies. Le télétravail a sauvé des emplois et Zoom a sauvé les amours. Donc la tech, non mais c'est un peu de la boutade, mais la tech a joué un rôle clé dans cette première phase de la crise. La tech jouait déjà avant la crise un rôle majeur sur la croissance économique. Et moi j'ai la conviction que demain, la croissance des entreprises se fera beaucoup avec la tech sur, à mon avis, 3 facteurs que je veux développer. Le premier, c'est leur capacité à amener sur le marché des produits et à accélérer grâce à la tech leur time to market, donc la vitesse à laquelle je mets un produit. Je vous donne un exemple, une entreprise traditionnelle, un grand groupe, entre une idée d'un nouveau produit et le premier client qui l'utilise concrètement, il s'écoule 18 mois. C'est très long parce que la technologie ne suit pas toujours les idées. Sur une entreprise agile de la tech, il s'écoule 3 mois. Et sur une entreprise comme Google, Google change ses offres 2 millions de fois par semaine. On voit donc que la tech permet vraiment d'accélérer ce time to market. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi j'ai été frappé dans tous les usages que j'ai fait en Silicon Valley, où vit en partie Aurélie, de voir que les meilleurs collaborateurs sont utilisés pour travailler ce qu'ils appellent l'expérience utilisateur, UX. Donc des micro-bouts d'expérience utilisateur, comme par exemple le like sur Facebook, est travaillé par des gens qui sont ultra diplômés. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en France, on a souvent une expérience utilisateur, notamment digitale, qui n'est pas très bonne. Je vous donne un exemple là aussi. Pour rentrer en relation dans une banque, il faut 90 minutes. Pour rentrer en relation avec Uber, il faut 90 secondes. Pourquoi? Parce que l'expérience utilisateur qu'offre Uber pour entrer en relation, télécharger l'appli, mettre un moyen de paiement, elle est extrêmement rapide et ça fait du business. Et le dernier point qu'il faudra maîtriser et qui sera un vecteur de croissance, c'est notre capacité à gérer les datas. Les datas toujours plus nombreuses. Là aussi, exemple concret, nous, on fait partie, les banques, des entreprises qui sont qualifiées comme data rich. On collecte 1 terabyte de données clients en 5 ans. C'est énorme. Google collecte en un jour 20 pétabytes. Donc si vous n'avez pas révisé les puissances de 10 avant de venir, ça veut dire que Google collecte en un jour 20 000 fois plus de données qu'une banque en 5 ans. Donc de notre capacité à maîtriser ces volumes des data de manière confidentielle, sécurisée, organisée, dépendra aussi la croissance. Donc oui, la tech, par l'accélération des time to market, par une meilleure expérience utilisateur digitale et par une maîtrise des data, permettra de la croissance demain pour les entreprises. Merci. Julie David-Copin. Pour vous, vous êtes aussi à la tête d'une start-up et vous représentez la French Tech. Le rôle de la tech dans la crise et dans la relance, vous l'envisagez comment? Il est forcément indispensable, je ne vais pas vous dire le contraire. Alors, à plusieurs titres. Déjà, comme le disait à l'instant Serge Madeleine, les entreprises qui ont été en avance, en tout cas sur leur transformation digitale et qui ont entamé en tout cas une démarche autour du numérique et de la tech, ont mieux survécu à la crise et ont pu s'adapter plus rapidement aussi à ces enjeux de télétravail notamment. Je pense aussi à la sécurisation des données, ça a été un vrai enjeu ça pendant la crise. Cette crise a mis au jour justement tout cet enjeu de protéger ces espaces de travail, notamment à distance. Et puis évidemment, dans le cadre de la relance, ça va être indispensable de s'adapter à ces nouveaux marchés parce que les modes de consommation vont évidemment aussi évoluer. Les consommateurs n'ont pas ou non plus les mêmes attentes aussi. Et donc forcément, ces nouveaux usages vont forcément avoir recours à de nouvelles technologies, de nouvelles façons de produire aussi. Et là-dessus, il y a aussi
A contrario, les startups qui sont dans une situation aujourd'hui qui est difficile, très délicate, et dont justement la relance pourra passer avec des partenariats, avec des plus grosses structures, des ETI, des grands groupes, des PME. Je crois beaucoup justement que cette relance pourra se faire vraiment collective, exactement comme le disait Jean-Luc tout à l'heure. Les startups ont cette agilité, cette flexibilité et des façons aussi de s'adapter à ces nouveaux marchés qui peuvent offrir justement à ces plus grosses structures. Et ces plus grosses structures ont besoin de cette agilité là aussi pour passer la transformation et faire en sorte que la relance soit aussi efficace et pleine de sens. J'aimerais revenir sur les points qu'évoquait Aurélie Jean tout à l'heure, notamment sur celui de la souveraineté. Donc vous appelez la souveraineté analytique. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre approche et sur justement le rôle de la data? On va essayer de déstructurer parce qu'on n'a que 3 micros pour 4, ce qui est quand même pas un très bon exemple de gestion. Voilà, donc Aurélie va faire une rupture organisationnelle. Aurélie, tu vas t'asseoir. Non, mais tu as déjà parlé dans ton micro. C'est bon. Mais non, il faut qu'on soit clean. C'est bon, il faut qu'on soit clean. Voilà. Vas-y. Voilà, ça te va. Debout, nickel. Merci Serge de me soutenir. C'est pas évident. Ça va être un petit exercice. Vas-y. Alors, tu peux me poser la question? Oui, sur la souveraineté analytique, ce que tu entends par souveraineté analytique. Alors en fait, donc, par ce confinement et cette crise, on a utilisé énormément d'outils et on a réalisé en fait l'importance de ces outils dans notre quotidien et surtout l'importance de l'origine de ces outils, de qui les construit, de comment ils fonctionnent. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de souveraineté numérique. Je pense que vous avez peut-être suivi aussi l'histoire du Health Data Hub, qui est un hub français, un formidable hub français de collecte de data de santé qui vont permettre aux médecins, aux chercheurs d'aller encore plus loin dans leur modèle. En fait, il a été décidé, par exemple, sur un cahier des charges spécifique que Microsoft allait être la société qui allait héberger ces datas. Et en fait, on s'est rendu compte que donc ça a été très controversé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais tous ces outils numériques, en fait, on fonctionne principalement grâce à de la data. C'est pas nouveau, et c'est vrai que moi, je pense qu'il faut parler de souveraineté analytique parce que c'est le vrai enjeu aujourd'hui. C'est pas tant dans l'usage de l'outil, mais davantage dans les datas qui sont collectées, utilisées, stockées, analysées pour diverses raisons, utilisées pour diverses raisons. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il est important en fait que les gens comprennent ça, parce que du coup ça a mis en avant, par exemple, je pense que sans le confinement, sans l'usage intensif d'outils numériques, on n'aurait pas eu un débat public aussi intense sur le choix de l'hébergeur pour les données de santé. Parce que ça a mis en avant en fait un sujet, encore une fois, réservé, non pas une élite au sens où il n'est pas compréhensible, pas du tout, mais parce qu'en fait les gens ne se sentaient pas impliqués, ne se sentaient pas touchés. Et donc je pense que voilà, donc il faut maintenant parler de souveraineté analytique et de parler de qu'est-ce qu'on fait avec ces datas, qu'est-ce qui peut être fait avec ces datas. Dans quelle mesure ces datas, la collecte, le stockage, l'analyse sont protégés par le RGPD et pourquoi aussi il faut mettre en avant des acteurs français. Et quand je dis ça, c'est pas du tout, c'est un engagement, c'est vraiment, je vois ça comme un courage politique et pas comme une décision technique. C'est-à-dire que, bien évidemment, certains acteurs français sont toujours en retard par rapport à des gros acteurs américains en particulier. Je dis ça, je suis dans les deux pays, donc j'aime mes deux pays, c'est pas la question. Mais si on n'a pas un courage politique de dire, on va prendre peut-être 6 mois de plus pour permettre à cet acteur français de pouvoir satisfaire le cahier des charges techniques, mais on va prendre ces 6 mois de plus, on aura 6 mois de retard sur la collecte des données de santé, mais on va le faire. Et voilà. Et donc ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, en tout cas, pour la souveraineté analytique, qui, je pense, est fondamentale en France et pour mettre en avant des acteurs français aussi. Serge Magdelaine, ça vous parle, ce que dit Aurélie Jean? Oui, je partage ce que dit Aurélie. On a été percuté par le concept de souveraineté numérique dont on ne parlait pas beaucoup, ou souveraineté analytique dont on ne parlait pas il y a encore 6 mois. C'est paraît peut-être un peu conceptuel, la souveraineté, ou voire même politique. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a 4 ans, j'ai été percuté par la souveraineté numérique au moment de mettre en ligne la nouvelle application Ma Banque qui gère les comptes du Crédit Agricole sur le store de Apple. On a publié une nouvelle version de l'application et là, Apple nous a refusé de publier cette nouvelle version parce que ça ne leur plaisait pas. Donc j'étais un peu étonné, mes équipes m'ont dit ça. J'ai dit, amenez-moi le contrat qui nous lie à Apple là-dessus. J'ai reçu un document de 47 pages en Times New Roman 6, écrit en anglais, droit californien, et si je n'étais pas content, jugement au tribunal de Sacramento, pour lequel d'ailleurs il n'existe pas de clause léonine dans le droit californien, il faut le savoir.
Donc grosso modo, en fait, j'ai dû me plier complètement à ce que voulait Apple pour pouvoir publier cette application. Ce que je veux dire par là, et dans vos entreprises, vous avez sûrement des applis, on a construit des châteaux, parce que nous, l'appli Ma Banque, c'est utilisé par 6 millions de clients. Hein, donc on a construit des châteaux sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est un vrai problème de souveraineté. Et il faut s'y atteler. Les données de santé, c'est clé. Les données stratégiques industrielles, c'est clé. Les données financières des Français, c'est clé aussi. On a un vrai sujet là-dessus. Et c'est vrai, Serge, pour rebondir sur ce que tu disais, on parle beaucoup de données personnelles. Parce qu'on a fait une législation pour protéger ces données personnelles. Par contre, on ne parle pas du tout de données industrielles, non personnelles. Et Thierry Breton a fait une remarque très juste, enfin très intéressante en tout cas, à explorer en février dernier lorsqu'il a rendu son rapport en fait, sur la stratégie européenne sur l'intelligence artificielle. Et il a évoqué, ça n'a pas été beaucoup repris, mais il a été évoqué la possible protection des données non personnelles. Et en fait, on ne se rend pas compte que les données industrielles sont des données extrêmement sensibles et intéressantes à regarder et intéressantes à regarder comment elles sont utilisées et qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger dans le but de protéger certaines industries. Et quand je dis ça, c'est pas du tout un discours réac ou quoi que ce soit. Hein. C'est au contraire d'avoir des équilibres qui permettent une meilleure collaboration avec les entreprises de différentes tailles et de différentes puissances. Julie ? Oui, forcément en phase. Et je rajouterai aussi le vrai enjeu de la formation. On parle des politiques publiques aujourd'hui. Je pense qu'il y a une vraie crise aussi de formation. On n'est pas assez rapide. Aujourd'hui, les techs, elles évoluent très vite. Et on a du mal aujourd'hui à garder les talents ici en France, à être attractifs, à leur proposer aussi un champ d'application très concret. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est indispensable aujourd'hui qu'on ait des jeunes qui puissent aussi être formés aux technologies et qu'on puisse aussi leur donner les moyens de rester ici en France, à la fois pour appliquer leurs recherches et pour travailler aussi dans les entreprises en France. Très bien. Alors, juste un instant, est-ce qu'on pourrait au moins nettoyer mon micro pour que je me mette à la place d'Aurélie et qu'Aurélie soit assise parce que j'aime pas du tout cette configuration. Non, pas du tout. Non. J'aurais dû le faire de toute façon. Petit intermède. Au moins, on est hyper responsable. Franchement. Parfait. Merci, monsieur. Merci, Laurence. Merci. Voilà. Ça marche pas, c'est normal. Vous m'entendez ? Oui, super. Moi, je ne m'entendais pas. On va revenir sur l'histoire des talents dans un instant, mais j'aimerais revenir sur le sujet de la 5G, alors qui a pris une ampleur politique cette semaine contre toute attente. Mais là, on n'est pas là pour parler politique, on est là pour parler tech. Et du coup, Aurélie, sur reconsidérer la 5G dans un point de vue inclusion des territoires, on est dans un territoire, hein, on est en région, cette inclusion numérique qui effectivement a montré pendant le confinement que tout le monde n'était pas égal devant l'accès à la technologie. Quel discours il faudrait tenir pour expliquer vraiment ce qu'est la 5G et ce qu'elle apporterait, notamment en termes de consommation écologique. Alors il y a plusieurs choses dans la 5G, et puis c'est vrai qu'on entend un peu tout, c'est assez... Et puis moi je ne suis pas du tout une spécialiste de la 5G, c'est-à-dire que moi j'ai été voir des gens qui connaissaient et qui m'ont expliqué. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à regarder dans la 5G. Bon, il y a des aspects scientifiques, techniques. On entend beaucoup de choses sur la consommation énergétique résultante. Et en fait, moi, les scientifiques à qui j'ai parlé, les ingénieurs m'ont dit qu'en fait, ça allait consommer moins d'énergie, qu'on allait avoir beaucoup plus d'antennes pour des grandes fréquences, donc des petites périodes. Mais en fait, elles auront peut-être moins... Enfin, quand on vous dit oui, il y aura beaucoup plus deux fois plus d'antennes pour la 5G par rapport à la 4G, c'est pas du tout les mêmes types d'antennes. Donc il y a plein de choses qui sont un peu floues sur la consommation énergétique, sur les fréquences, etc. Et puis il y a aussi le sujet des ondes. Alors ça, c'est un sujet que ce soit pour la 4G ou pour la 5G, en fait, il nous faudra 5 à 10 ans d'utilisation pour se rendre compte des effets. Et je pense que là, pour le coup, il faut parler à des médecins, parler à des scientifiques pour comprendre. Par contre, quelque chose qui m'intéresse, alors en dehors du fait que c'est vrai qu'on voit parfois des choses qui sont dites qui sont assez contradictoires et voire pas techniques sur la 5G, c'est dommage, enfin, il faut parler à des scientifiques. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout abordé, c'est l'inclusion, ce que vous disiez. C'est-à-dire que les gens disent mais c'est facile, on n'a qu'à mettre la fibre partout. En fait, on ne peut pas mettre la fibre partout pour la simple et bonne raison que ça prend du temps et que ça coûte très cher. Et que la fibre reste meilleure en termes d'efficacité que la 4G.
Sauf qu'avec l'arrivée de la 5G, la 5G permettrait d'avoir des efficacités même supérieures à la fibre. Donc je sais que ça peut paraître bête, mais en fait, durant ce confinement, on a mis aussi en évidence ce sujet de l'inclusion numérique qui avant était pris avec une certaine légèreté par beaucoup de gens et même autour de moi en disant oui, bah, l'inclusion numérique, ça va, enfin tout le monde a Internet. Non, c'est pas si simple que ça. L'inclusion inclut bien évidemment l'accès au numérique, l'accès au matériel et la formation et la compréhension des outils. Mais si on part par exemple sur l'accès d'Internet, je peux vous assurer en fait qu'il y a des coins en France où on capte très mal, où ça a créé des inégalités, ça a renforcé les inégalités professionnelles et personnelles et en particulier en période de confinement. Et donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas parler de 5G, d'inclusion numérique, parce que je pense que l'enjeu, il est vraiment là. On parle d'enjeux économiques pour les entreprises, les objets connectés, tout ça, certes, mais il y a un enjeu en fait d'inclusion numérique fort, que ce soit pour les entreprises que pour les particuliers. En fait. Julie ? Oui, je compléterai en disant que, quand même un chiffre, hein, on est quasiment à 10% de la population en France qui n'a pas accès au haut débit, donc c'est pas à la marge en fait ce chiffre-là. Donc ces inégalités, elles vont tendre à s'amplifier, et c'est vrai que bon, la 5G, il est nécessaire que l'on prenne des pincettes sur le sujet. Je suis pas scientifique, moi je le vois plutôt en termes d'opportunités économiques. L'opportunité, elle est énorme aujourd'hui, surtout dans une période de relance. Moi je pense qu'on n'a pas le temps en fait de prendre justement trop de temps à s'interroger, alors que tous nos voisins ont déjà accéléré la marche, et je pense qu'à force de réfléchir, à force de prendre le temps, même si évidemment qu'il faut intégrer des questions environnementales, je serai vraiment la dernière à vous dire qu'il ne faut pas le faire, parce que je suis très engagée aussi sur ces questions-là. En revanche, moi je vois toutes les opportunités que ça peut nous apporter en termes de compétitivité, de souveraineté aussi en France, pour notre industrie notamment, dans l'automatisation, que ce soit pour les voitures autonomes ou la télémédecine. On a vraiment des opportunités incroyables avec la 5G, et c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment se saisir de cette opportunité-là, parce que si ça nous passe sous le nez, je crains que la relance soit très compliquée aujourd'hui pour nos entreprises. On va peut-être revenir du coup sur la question sur les talents. En termes de recrutement, est-ce que les talents numériques sont suffisamment considérés pour apporter de l'innovation dans les entreprises ? Peut-être Serge Magdeleine. Alors, le mouvement est vraiment en train de s'accélérer. Pour donner un chiffre, dans le groupe Crédit Agricole, des personnes qui font de la tech et du digital, il y en a 10%. C'est 16 000 collaborateurs qui sont des techos, j'allais dire. Et c'est pas du tout péjoratif. Hein. Dans mon esprit, on discutait hier, le CTO, c'est vraiment un job clé. Mais j'allais dire, au-delà de ces 10%, qui représentent 10% de nos recrutements, demain, 90% des autres devront maîtriser les outils technologiques. Ils devront maîtriser le cloud, ils devront maîtriser la data, ils devront maîtriser le travail en squad, en agilité. Et j'allais dire, tout le monde devra être un peu tech dans une entreprise de demain. Oui, Aurélie, peut-être. Je suis complètement d'accord avec Serge. Je pense que sans développer soi-même des outils, on doit comprendre comment ils fonctionnent un minimum. Et c'est pour ça que les gens techniques ont un devoir, je pense, dans les entreprises d'aller expliquer, pour avoir des modes collaboratifs, métiers, techniques, pour arriver à faire des outils, entre autres les plus inclusifs, les moins biaisés, les plus performants, les plus durables, etc. etc. C'est une évidence, en tout cas pour le métier en question. Après, c'est vrai qu'on va avoir besoin de plus en plus de gens techniques, et que la France n'est pas différente des autres pays, c'est-à-dire qu'on a un manque de talent. Et ça va aller de plus en plus. Donc il faut évidemment former davantage, il faut donner l'envie, etc., etc. Et puis il faut peut-être aussi revoir les modes d'embauche. C'est-à-dire que typiquement, moi, dans mon milieu, il y a, j'en fais partie, hein, mais les jeunes ont envie de travailler en freelance, ont envie d'avoir une certaine liberté, il faut leur donner. Et c'est vrai qu'il faut leur... il y a peut-être alors pas dans les grands groupes, par exemple comme dans ta banque, hein, Serge, bien évidemment, vous aurez les moyens d'embaucher des gens techniques. Mais tout le monde ne pourra pas. Et donc ce mode de freelance est quelque chose qui, pour certains verront de la précarité, mais je peux vous assurer que les gens techniques, ils voient en fait de la liberté, même financière. Et puis il y a aussi pour les PME, ça j'ai l'idée justement quand tu parlais de le fait d'échanger des talents.
entre entreprises pour essayer de satisfaire des besoins. Moi, je crois beaucoup en fait à ça pour les PME qui n'auraient pas forcément l'argent pour aller embaucher un freelance ou embaucher un technique en interne, mais qui auraient des besoins ponctuels dans son entreprise et qui du coup pourraient avoir une sorte d'écosystème de talents techniques qui pourrait être partagé entre des PME en mode collaboratif, avec un respect bien évidemment de la stratégie des entreprises, hein, c'est une évidence, mais il y a plein de choses comme ça. Il faut peut-être réinventer aussi le mode, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la technique, ça ne veut pas dire embaucher un technique à temps plein chez soi, dans son entreprise, ça ne veut pas forcément dire non plus avoir un freelance tout le temps, ça peut être aussi se partager des talents techniques et scientifiques entre PME. Voilà, il y a plein de modes en fait, mais c'est vrai que l'idée de dire même si on a les moyens, tu vois, même si on a les moyens, Serge, de dire on va recruter tant de talents techniques, c'est pas sûr que tu les trouves facilement. C'est un problème. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que les entreprises investissent énormément dans le financement des formations. Je prends un petit exemple, il y a l'école Holberton qui a été implémentée aux États-Unis à San Francisco par 2 Français, Sylvain Kalash et Julien Barbier, et qui arrivent en France. Et donc c'est un niveau master de développement informatique dans pas mal de domaines. Et en fait, leur modèle économique, c'est que les entreprises privées vont aller financer les études de ces élèves. Et donc, il y a un vrai engagement en fait, des entreprises privées qui, elles, ne peuvent pas former en interne ces talents et ne savent pas forcément comment agir pour augmenter le pool de talents techniques en France. Du coup, c'est une voie aussi, une autre voie pour financer les formations techniques en France. Voilà. C'est toute l'agilité des jeunes entreprises aussi. Oui, bien sûr, oui, absolument. Ouais. Julie Davico, par exemple. Je compléterai qu'il y a un vrai travail aussi à faire auprès du grand public autour de la vulgarisation de la tech. Parce que pour ma part, je n'ai pas du tout un profil tech. Et lorsque j'ai entrepris, j'ai embauché beaucoup de monde. J'ai embauché des biologistes, j'ai embauché des agronomes, j'ai pu embaucher des ingénieurs en mécanique, en mécatronique, donc des profils hyper techniques, mais j'ai pas eu de problème. C'était plutôt facile. Le dialogue était simple. Je comprenais en tout cas les leviers dans leur recherche d'emploi et dans la façon de mener un entretien. Ça a complètement été différent et j'ai senti un fossé immense quand je me suis retrouvée face à des développeurs ou face à des CTO. Par exemple, on parlait pas la même langue, on n'avait pas les mêmes attentes, je ne comprenais pas ce qu'ils attendaient. Et ça a été un vrai choc culturel. Donc il a fallu que je me forme, que j'apprenne aussi à comprendre comment fonctionnait ce milieu, qui est un milieu vraiment très particulier. Et c'est à partir de là justement que j'ai pu travailler avec des techs et que j'ai pu comprendre aussi ce qu'ils attendaient et voir pour qu'on soit efficace aussi au quotidien. Donc je pense qu'il y a cet enjeu-là aussi de faire comprendre au grand public ce qu'est la tech, comment fonctionne ce milieu-là et aussi tout l'enjeu que représente aussi ce secteur d'activité, d'où la nécessité aussi d'intégrer de la tech et cette formation-là à l'école au plus jeune âge, dès le plus jeune âge, pour que justement un plus grand nombre puisse aussi avoir cette fibre tech, donc cette discipline-là au quotidien, même s'ils ne travaillent pas forcément dans ce secteur d'activité. Alors ça, oui, ça parce que Aurélie, vous avez dit une phrase que j'ai entendue dans l'une de vos prestations. Vous disiez il faut que les dirigeants apprennent à coder, pas forcément pour devenir développeurs, mais pour justement être capables de mieux comprendre leur organisation. Oui, il faut que nos dirigeants politiques et économiques comprennent. Pour moi, c'est fondamental. Et il y a pas mal de vecteurs pour y arriver. Il y a la lecture, il y a la vulgarisation, il y a aussi l'apprentissage du code, même sur des temps courts, parce qu'on peut être exposé 5 heures sur du code informatique, ça change votre vision des choses. Et en tout cas, ça change les questions à poser. Et par rapport en fait à ce que vous disiez sur la connaissance des métiers techniques, vous avez entièrement raison, c'est fondamental parce que les gens ne savent pas parler à un technique. Je suis désolée. Enfin, et par exemple, je vais juste dire une chose qui m'a fait beaucoup de peine cette semaine, c'est que lundi soir, il y a eu le dîner de la French Tech à l'Élysée. Non, mais on en a parlé et ça m'a beaucoup gênée. C'est la French Tech, je trouve ça extraordinaire. J'en bénéficie aussi aux États-Unis. C'est un label extraordinaire qui fait connaître en fait nos entreprises françaises à travers le monde. Ça m'a peiné lundi soir de voir qu'une fois de plus, à un dîner de la French Tech, il n'y avait aucun tech. Il n'y a que les dirigeants business de ces entreprises, qui sont des gens formidables, qui sont des gens qui sont des éléments fondamentaux dans la croissance et la création d'entreprises, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi les dirigeants techniques, les fameux CTO. Et pourquoi ça me gêne ? Ça me gêne parce que moi, je connais des CTO extraordinaires en France. Et ils sont regroupés au sein d'une organisation qui s'appelle TechRox, qui est dirigée, entre autres, qui a été créée par le cofondateur de Blablacar et le CTO, donc dirigeant technique, qui s'appelle Francis Nappé, que personne ne connaît. Et pour moi, c'est un problème parce que si on n'invite pas les techniques à ces événements phares, French Tech,
de nos dirigeants politiques, de nos gouvernements. On ne va pas comprendre les besoins du métier technique, on ne va pas comprendre les questions qu'ils se posent, les idées qu'ils ont pour développer des visions techniques en France, alimentées par la technique. Et je pense que c'est révélateur de la méconnaissance, pour reprendre ce que vous disiez, de la méconnaissance des métiers techniques, du métier du CTO. Les gens ne savent pas qui est le CTO. Et voilà, je voulais juste dire ça parce que je trouve que c'est dommage, en fait. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'a pas été compris, en fait, à l'échelle de nos dirigeants. Je suis sûre que Julie va le répercuter sur le territoire. Moi, la première, je ne savais pas ce qu'était un CTO, même au démarrage de ma boîte, quoi. Et il n'y a pas de honte. Je pense que je suis largement pas la seule à avoir été dans cette situation. Mais je l'ai appris et c'est pas compliqué. Aujourd'hui, j'ai les bases. J'arrive à travailler vraiment très sereinement avec lui. J'arrive à comprendre les enjeux et tant mieux. Et c'est indispensable. Je vois pas comment aujourd'hui on peut diriger une entreprise, peu importe sa taille, travailler dans l'univers de la tech ou même avec un petit peu de tech dans son entreprise sans connaître les enjeux, c'est impossible. Donc il est nécessaire aujourd'hui qu'on se forme tous vraiment, vraiment très vite aux nouvelles techno et au numérique. Je reviens aussi sur un sujet, Serge Magdeleine, que vous évoquiez tout à l'heure. C'est sur celui du fait que la technologie va vite. Et quand on est à la tête d'une entreprise, on écrit une stratégie, en tout cas on essaye d'avoir une vision. Comment on fait aujourd'hui, au moment où la techno va tellement vite, comment on peut avoir une stratégie à au moins moyen terme? Alors moi, je crois que je suis le plus senior du plateau. Donc moi, j'ai été formé avec quelque chose d'assez clair. On me disait, d'abord, on fait la stratégie et ensuite, on trouve les moyens pour mettre en œuvre cette stratégie. Et un des moyens importants, c'est la technologie. Mais aujourd'hui, la technologie va si vite, elle est si mutante, si innovante, que je crois que si on appelle la technologie le comment et la stratégie le quoi, c'est la première fois dans l'histoire où le comment précède le quoi. Avant, on inventait des usages et on demandait à la technologie de nous les délivrer. Maintenant, on invente des technologies sans savoir à quels usages elles serviront. Et donc moi, en tant que chef d'entreprise, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas définir une stratégie sans savoir ce que la technologie permettra d'accomplir en matière de stratégie. Donc je pense qu'il faut même inverser le sujet. Julie, je vous vois opiner du chef. Ah, mais complètement, je rejoins entièrement ça, et c'est uniquement de cette façon-là qu'on pourra aussi rassembler autour de ces gros enjeux. C'est comme ça qu'on pourra aussi inclure le maximum de personnes et que le grand public sera, j'insiste beaucoup sur le grand public, mais c'est un vrai enjeu aussi de rendre la tech accessible à tous et que tout le monde comprenne aussi les enjeux. On arrêtera d'entendre des choses absolument complètement à côté de la plaque quand on parlera de certains sujets, et c'est la raison pour laquelle partir de ce postulat-là, on aura de plus en plus de gens qui comprendront les enjeux et qui pourront massivement investir aussi dans la tech et faire en sorte qu'on soit aussi hyper compétitif en France sur ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, on est encore bien à la traîne. Juste, je me permets de compléter, pour illustrer un exemple qui est flagrant, on connaît tous Facebook, qui aurait imaginé qu'en 2004, une technologie qui servait à évaluer les performances des étudiants de Stanford, enfin des étudiantes surtout, je ne vous dis pas ce que c'était, vous avez compris, qui a été créée par Zuckerberg, deviendrait la plus grande société de data marketing du monde. Pierre Zuckerberg, il ne s'est pas réveillé un matin en disant « j'ai une stratégie, je veux devenir la plus grande société de data marketing ». Il a créé une technologie, et cette technologie, en pivotant des centaines de fois, a rencontré une stratégie. Je suis entièrement d'accord, j'ai vraiment rien à ajouter, et ça revient à cette idée que le numérique, la technologie est vue encore aujourd'hui comme un outil et un moyen, et je pense que c'est une erreur en fait. Et concernant cette accélération qu'on le voit dans les développements, ça veut aussi dire que les entreprises peuvent aussi réfléchir comme ok, ça va très très vite, quel peut être mon différenciateur économique, et un différenciateur économique peut aussi être dans des sujets qui sont transversaux à la technologie. Ça va être des sujets d'éthique, de responsabilité, de respect de l'individu, et ça permet aussi de continuer à profiter de l'accélération des technologies tout en décélérant d'une certaine manière l'usage qu'on en fait à travers un usage responsable et éthique. Et donc il y a pas mal de choses qui peuvent être créées en parallèle de ça. Je conseille aussi aux entreprises et aux PME de se rapprocher du milieu académique, et le milieu académique de parler au monde industriel, parce que je crois fortement que ces accélérations technologiques se ressentent dans la translation des résultats de recherche vers l'industrie, et aux États-Unis on le fait très bien. On le fait extrêmement bien aux États-Unis, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et ça passe aussi dès le départ dans le discours politique. Je crois beaucoup à ça, et c'est pour ça que j'ai été très triste de voir que la recherche n'a pas été évoquée dans le plan de relance. Voilà. Pour faire du numérique une filière et pas seulement un outil ou un moyen, il manque quoi?
C'est quoi? C'est un manque de considération? C'est un manque de connaissance? Alors je pense que c'est un manque de connaissance, comme vous l'avez très bien dit, et donc la vulgarisation a un rôle fondamental. Un manque de reconnaissance, mais c'est pas volontaire. Je pense c'est pas, il y a pas. Je veux dire, je pense que le fait de ne pas avoir invité de CTO à la soirée French Tech n'est pas volontaire. Je pense que ils ont envoyé des invitations au nom du CEO aux entreprises et que le CEO est venu, et les CEO sont extrêmement importants, hein, qu'on s'entende. Mais je pense que c'est des maladresses dues à une méconnaissance du métier. Vraiment, c'est-à-dire ne pas comprendre que Blablacar est une boîte technique. C'est idiot. Enfin, et la preuve, c'est que ça nous joue des tours à l'international, puisque moi, j'ai des amis aux États-Unis qui, pour eux, Blabla n'est pas une boîte tech. Parce qu'ils me disent, mais where is the CTO? Où est-ce qu'il est le CTO? Il n'y a pas de CTO, donc c'est pas une boîte tech. Donc ils pensent que l'entreprise achète des technologies développées à l'extérieur. C'est problématique, en fait. C'est problématique, je pense. Voilà. Mais donc, moi, je crois aux actions individuelles, hein, beaucoup. Mais pour le coup, je crois à la vision étatique portée par nos dirigeants économiques et politiques. Et là, je pense qu'il y a tout simplement une méconnaissance. Je pense que c'est pas du tout volontaire ou calculé, c'est juste une méconnaissance en fait du rôle technique. Et c'est pour ça que parler à des gens comme Serge, par exemple, on réalise aussi que ces dirigeants économiques ont une vision technique forte et dont doit s'alimenter nos dirigeants politiques, quoi. Oui. Bon, c'est sympa, Aurélie. Et pour le coup, je crois que c'est le seul point du débat où je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur est-ce que la tech est une discipline ou est-ce que c'est un moyen. Je comprends évidemment ce que tu veux dire, mais moi je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent « Ah ouais, mais moi je ne suis pas dans la tech ». Bah si mon gars, tu es dans la tech, mais tu ne le sais pas. En fait, tu as besoin de la tech pour ton business. Et je crois vraiment que la technologie, en tout cas les fournisseurs de technologie, sont à la croissance économique ce que les vendeurs de pellets de pioche étaient à la ruée vers l'or. C'est-à-dire des marchands d'outils. Et aujourd'hui, pour s'en convaincre, moi j'ai regardé tous les secteurs de l'industrie. Tous, sans exception, ont eu leur capitalisation boursière qui a fortement chuté entre décembre de l'an dernier et aujourd'hui, à cause de la crise Covid. Tous, sauf un secteur, la tech. Si vous prenez le thermomètre des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, vous sommez les 5 capis boursières. Point de passage au 31/12/2019, avant Covid, 4300 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est colossal, c'est 40 fois la Société Générale, 400 fois la Société Générale, 400 fois une banque mondiale. Vous prenez le point de passage, 4300 milliards de dollars, vous prenez aujourd'hui 7000 milliards de dollars. Je pense que l'économie aille bien, que l'économie n'aille pas bien, qu'il y ait des problèmes ou pas, ceux qui progressent, ce sont les fournisseurs de pelles et de pioches, ce sont la technologie. Julie? Oui, rien à ajouter là-dessus. Je rajouterais, on ne l'a pas évoqué, mais je pense qu'aussi, c'est en train de bouger, mais le secteur de la tech doit aussi, je pense, faire un petit peu son examen de conscience aussi dans tout ce contexte aussi. On est quand même dans un univers qui reste assez homogène, où on manque encore beaucoup de diversité, on voit toujours quand même des personnes qui sont majoritairement très diplômées, plutôt urbaines et souvent masculines aussi. Donc je pense que là-dessus, il ne faudrait pas qu'on construise aussi un schéma qui continue à perpétuer aussi tout ce qu'on a connu ces dernières décennies. Donc je pense qu'il est hyper important aussi que le milieu de la tech s'ouvre. On a souvent été un petit peu taxé d'être un peu enfermé entre tech. Vous voyez, j'arrive à m'inclure maintenant dans la tech, donc je dis nous. Ça veut dire que ça marche. Mais justement, je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui à s'ouvrir et à faire entrer aussi des profils un petit peu différents, des profils qui ne sont pas forcément issus de la tech aussi, parce qu'il est important de ne pas reproduire ces biais-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup, Aurélie, vous maîtrisez mieux le sujet que moi, mais quand on parle d'IA, par exemple, il est hyper important aussi que derrière toutes les programmations, on puisse avoir des femmes pas forcément diplômées, pas forcément issues de milieux très favorisés, qui puissent aussi participer à cette construction-là, parce que sinon les machines vont reproduire les mêmes biais que celles que l'on reproduit depuis des années. Donc c'est important, tout le monde doit s'ouvrir à la tech, mais c'est important aussi que le milieu de la tech laisse d'autres personnes entrer dans cette construction-là. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non? Vous êtes tous d'accord? C'est magnifique. Les 7 milliards d'euros qui sont 7 milliards d'euros qui sont consacrés au numérique dans le plan de relance, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle? C'est anecdotique? C'est très bien, mais est-ce que ça va bénéficier au territoire?
je pense que c'est bien, c'est toujours bien d'injecter l'argent, on va jamais dire non, hein, je veux dire, on va pas non plus... après, moi j'ai beaucoup de mal, enfin je me rends pas compte des chiffres, je vais être tout à fait honnête avec vous. Tu vois, enfin, quand Serge parle de 3500 milliards, je suis là, c'est grand, c'est pas beaucoup, c'est bon, non mais c'est vrai, on a du mal, enfin on se rend pas compte, mais on est déconnecté, enfin on a du mal à percevoir ces chiffres. Après je veux bien que quand on dit 17 000, je fais ok, c'est 2 fois plus, donc ça je comprends, mais sinon on a du mal. En relatif, je vois, en absolu, j'ai toujours un peu de mal à comprendre. Après, c'est vrai que dans le plan de relance, on parle beaucoup de chiffres, pour le numérique, hein, je parle, hein, de l'argent injecté. Et c'est vrai qu'en fait, il y a peut-être aussi une restructuration, il y a peut-être des choses à changer dans la manière de fonctionner, dans les libertés de nos entreprises. Je suis toujours étonnée, en fait, et je suis peut-être très naïve, hein, mais de voir dès qu'on parle de relance, on parle d'argent injecté et pas de restructuration, de liberté à donner ou d'assouplissement. Voilà, donc je suis toujours un peu étonnée de voir ça, et je suis toujours étonnée de voir, voilà, encore une fois, qu'il y a des acteurs qui ont été écartés de ce plan de relance, et que de ne voir le numérique que à travers, encore une fois, un moyen, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, et pas en termes de véritable croissance, de création d'écosystèmes complets, d'intégrer avec la recherche, des choses comme ça, c'est un peu maladroit, je pense. Ouais. Mais de toute façon, j'espère que ce plan de relance fonctionnera et permettra à des entreprises d'être sauvées, mais je pense que Serge sera mieux positionné pour parler de ça, quoi. Après, déjà, saluons le fait qu'il y ait un plan de relance. Voilà. On en discutait, Aurélie voyage beaucoup, Nicolas Bouzou voyage beaucoup, on se plaint toujours de ce qui se passe en France. Allez à l'étranger, allez aux États-Unis en ce moment et regardez ce qu'il y a comme plan de relance, même comme plan de gestion de crise sanitaire. Voilà. Donc il y a un plan de relance, il y a 7 milliards consacrés à la transition numérique. Je ne sais pas si c'est assez, etc. Mais je rejoins ce que dit Aurélie. Il ne suffit pas de mettre de l'argent pour faire la transformation digitale d'une entreprise. Il faut d'abord organiser une culture différente, une organisation différente, des processus différents. Et l'argent viendra finalement financer du nouveau matériel, des nouveaux processus, etc. Mais ça part d'abord, et il y a sûrement des dirigeants dans la salle. Moi, ma femme, elle est chinoise, et elle me dit toujours un proverbe chinois qui dit « un poisson, ça pourrit par la tête ». Et je pense que la transformation digitale d'une entreprise, elle passe d'abord par le fait que le dirigeant au plus haut niveau a conscience de ça et organise son entreprise pour se transformer. Et ensuite, il ira chercher les subventions de France Relance. Si je peux compléter, évidemment. Là on contextualise, on regarde un petit peu du point de vue macro, et c'est vrai. Moi je vois surtout, notamment à la French Tech, on a énormément de startups qui sont aujourd'hui extrêmement fragilisées par la crise, forcément, et d'ailleurs qui sont beaucoup plus fragilisées par la crise que des entreprises plus pérennes, forcément, puisqu'on est les startups par leur nature justement ne sont pas forcément encore rentables et ont encore besoin de lever des fonds et dépendent en tout cas du contexte pour pouvoir se développer. Ils sont dans une situation extrêmement problématique aujourd'hui. Donc là encore, le plan de relance, il était juste vital, quoi. Aujourd'hui, quand on parle de restructuration, je pense que ça concerne surtout des plus grosses structures. En tout cas, pour les structures que nous accompagnons à la French Tech, c'est vraiment une situation d'urgence, une bouée de sauvetage qui va leur permettre de respirer davantage et de passer cette période post-crise, parce que la crise, elle est passée, mais la relance, elle est là, et la casse, on va la voir arriver dans les mois qui viennent. Donc il faut absolument que ce plan de relance puisse aussi servir de bouée de sauvetage pour ces startups qui sont dans une situation souvent de trésor. Je vais vous donner un exemple. Juste avant la crise, moi j'ai parlé avec un entrepreneur qui me disait qu'il avait une semaine de trésor, quoi. Donc il n'était pas le seul. Il était loin d'être le seul, vraiment. Donc ce plan de relance, il est vraiment là pour permettre à ces entrepreneurs de justement relancer leur activité le temps justement que le contexte soit plus favorable pour que ce soit lever des fonds ou faire en sorte que la commercialisation remplisse les objectifs qui s'étaient fixés dans le BP, quoi. Très bien. Aurélie Jean, un dernier mot pour conclure? Non, mais je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, et c'est vrai que j'aime bien le terme de bouée de sauvetage, parce qu'en fait, il y a des entreprises qui souffrent, surtout les petites boîtes, faut pas oublier, les startups, etc. Et donc j'espère que ça va les aider. Mais encore une fois, moi, je rejoins Serge, c'est-à-dire que sur les plus grosses structures, les plus grosses entreprises, je pense qu'injecter de l'argent ne suffit pas. Je pense même que c'est maladroit. Il faut qu'il y ait des transformations en interne.
Voilà, parce que même si les startups ont plus d'agilité de par leur forme, le fait qu'elles aient des trésoreries compliquées en ce moment fait qu'elles ont du mal à lever leur agilité et que donc il faut justement les sauver là-dessus financièrement. Mais les plus grandes entreprises, les grands groupes, eux, elles doivent revoir la manière dont elles fonctionnent. Et puis voilà, donc c'est ça que je dis, c'est-à-dire qu'injecter de l'argent pour injecter de l'argent n'est pas forcément la solution dans tous les types de structures. Merci, vous nous avez donné des points d'amélioration ce matin. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On va continuer à parler un tout petit peu tech avec la santé. Je vais demander à Émilie Royer, qui est la DG du pôle Eurobiomètre, de venir me rejoindre. Bonjour Émilie. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Merci. Alors merci d'être avec nous ce matin. Sans trop dévoiler votre vie personnelle, mais vous n'êtes pas censé être là normalement, vous êtes en congé maternité. C'est ça. Voilà. Donc merci d'être avec nous. Alors on a beaucoup parlé tech, on va en parler un petit peu avec le sujet de la santé et les défis d'Aix-Marseille face à la santé, qui a montré aussi, alors du coup pendant le confinement, nous sommes dans une crise sanitaire, donc on a vu émerger beaucoup de sujets autour de la santé, autour du diagnostic aussi, on va en parler tout à l'heure. Comme on l'évoquait ensemble, tout le monde sait maintenant ce que c'est PCR, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois. Aujourd'hui, la crise a mis en avant la filière de la santé. Quelle est la place du territoire qui est très bien structuré, et on peut peut-être faire d'abord poser le cadre du secteur ici sur le territoire, et comment est-ce que ce qui se passe ici peut aider justement au niveau national? Très bien, écoutez, bonjour à tous. Alors je crois que le sujet de la santé est beaucoup plus technologique que ce qu'on peut penser, parce que ce que la crise a révélé pour moi, c'est que d'une part, la santé apporte des solutions technologiques importantes, que ce soit sur le préventif, le diagnostic, le thérapeutique. Et c'est aussi une question d'innovation, alors là plus organisationnelle ou servicielle, par rapport, et on vient de le dire, à la diffusion par exemple des technologies du numérique pour créer des outils de télémédecine, pour organiser différemment la filière de soins, etc. Donc cette filière santé, elle est à mon avis très technologique, et aujourd'hui par cette crise et l'ampleur de cette crise, on a vu se rejoindre la technologie avec l'innovation plus organisationnelle et servicielle, et je crois que c'est quelque chose qu'on prédisait et qu'on s'est pris tous ensemble de plein de fouet, quoi. Donc ça a été une richesse, le territoire par rapport à cette crise-là a dû embrasser l'ensemble de ces enjeux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va répondre et comment est-ce qu'on a répondu, par quels moyens, et je reviendrai à comment on va aider cette crise qui était à la fois sanitaire, sociétale et puis économique. Et en ça, on a permis et on a vu comment les entreprises de ce territoire-là ont su se mobiliser dans un temps record pour accompagner le développement de nouveaux outils. Et vous avez parlé de la filière du diagnostic, et on en reparlera parce que je crois que c'est vraiment un des exemples et une des leçons de cette crise. C'est oui, la filière du diagnostic a émergé grâce à cette crise. Et donc la filière s'est mobilisée sur ce territoire d'Aix-Marseille. Comment? Parce qu'on est un territoire sur lequel on a une université et donc des laboratoires de recherche en santé qui sont très puissants. En termes de valorisation, si on prend les grandes structures de valorisation, le domaine de la santé, c'est environ 50% de tout ce qui est valorisable sur l'université et les laboratoires de recherche. Ça a montré aussi la puissance du système hospitalier, bien sûr de l'hôpital public, mais aussi de tout le réseau d'hôpitaux privés et puis tout le réseau lié au sanitaire, laboratoires de biologie médicale, les établissements de soins, établissements de suite. Et puis, évidemment, les entreprises. Alors, on est sur un territoire, sur Aix-Marseille, ça n'a échappé à personne, où il n'y a pas de grands groupes industriels. Ce n'est pas ça notre force. Et ça fait des années, et c'est ça la force d'Eurobiomètre, je crois, et de tout le réseau qu'on représente, qu'au sein des 400 entreprises qui sont membres du réseau du pôle, nous, on s'occupe de travailler sur des entreprises qui sont des PME, qui sont des startups dans le domaine de ce qu'on appelle maintenant la health tech et qui était, il y a peu encore, de la biotech. Exactement. Voilà.
Et c'est cette force-là, je crois, dont on peut discuter, parce que je crois que c'est ça la véritable valeur de la France dans le plan de relance. Et ce n'est pas forcément ce qui est mis en avant d'ailleurs dans France Relance. On peut en parler du coup. Non, je pense, on revient un peu sur le sujet d'avant. Je crois que la France est un pays technologique, mais c'est un pays technologique grâce à ses TPE et ses PME, et la qualité d'ailleurs de sa recherche publique, parce que je rejoins ce qui a été dit précédemment. Ce que disait Aurélie Jean tout à l'heure sur... Tout à fait. Nous, c'est un des gros axes du plan de relance et des propositions que nous avons formulées chez Eurobiomet dans la relance, et absolument continuer à appuyer la recherche fondamentale, même si elle est loin du marché, encore plus dans le secteur de la santé, puisque là, c'est des dizaines d'années, au moins une dizaine d'années avant qu'une innovation sorte d'un labo pour aller sur le marché. Mais la richesse de notre pays, elle est là. Elle est dans la qualité des laboratoires de recherche et notre capacité à faire la translation vers les industriels. Et la translation vers les industriels dans le domaine de la santé, c'est pas passer d'un laboratoire de recherche à Sanofi, c'est passer d'un laboratoire de recherche à une PME, à une biotech, comme il y en a tant sur le territoire, puisqu'aujourd'hui, on est autour des 200 entreprises innovantes en région et sur le territoire d'Aix-Marseille dans le domaine de la santé. Donc c'est là-dessus qu'il faut absolument qu'on appuie. Il faut appuyer aujourd'hui sur la force qu'on a dans la recherche académique et la force qui est présente au sein des PME, biotech et health tech de notre territoire et de la France en général. Alors, on avait choisi une photo. J'aimerais qu'on la projette, si c'est possible. Ah oui, ben là, je ne l'ai pas vue encore. Eh ouais. Oui, voilà, c'est parfait. Donc, ça vous inspire quoi, cette photo ? Ben, c'est exactement ce que m'inspire le Covid. C'est que, donc vous avez compris, j'ai eu un nouvel enfant. Tout est chamboulé par ce Covid. La société est chamboulée. Nos enfants sont nés avec des gens qui ont des masques. Un nourrisson aujourd'hui est habitué à voir sa maman ou son papa avec un masque. Ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement, je crois, entraîne une modification de qui on est, surtout dans le Sud, où on a un contact humain qui a été toujours très tactile. Donc il y a une modification fondamentale de ce que va être le rapport à l'autre pour toute cette jeune génération. Et pour autant, ça ne modifie pas tant que ça le travail qu'on fait tous au quotidien, parce que quand on travaille dans le secteur de la santé, comme moi depuis des années, on sait que tous les matins, la motivation, c'est de trouver des nouveaux traitements pour les générations futures. Ces générations futures, elles sont à la fois des jeunes personnes comme des vieilles personnes, parce qu'on sait malheureusement qu'un traitement contre Alzheimer, on ne l'aura pas dans les 3 ans. On sait qu'un traitement contre les grandes maladies infectieuses, c'est très compliqué à déployer dans des temps records. Et en même temps, la dernière partie de cette image, c'est le monde. Et c'est la première fois qu'on a, je ne sais pas si la mondialisation est le bon terme, mais plutôt la globalisation, affichée comme ça autour d'une problématique commune à l'ensemble des citoyens de cette planète, et en même temps une mobilisation commune, 4 coins du monde, pour essayer de trouver une solution à cette pandémie. Et évidemment, pour autant, est-ce que ça a vraiment apporté des modifications, et est-ce qu'on peut constater un changement d'ores et déjà sur la manière dont on va faire de la recherche en santé, développer l'innovation en santé pour justement utiliser cette pandémie comme une opportunité pour résoudre de nouvelles des problématiques sanitaires et sociales. Moi, je suis encore en interrogation sur ce sujet-là. Vous parliez tout à l'heure justement de l'innovation qui est dans les TPE et les PME et les startups. Qu'est-ce qu'il faut aussi pour que les innovations se développent plus vite et permettent qu'il y ait un écosystème, et dans le sens le plus large, pas forcément des relations juste entreprises entre entreprises ou entre labos de recherche, mais tout ce qui permet à une entreprise de bien se développer, notamment on parlait des structures, pour qu'elles puissent trouver du foncier, pouvoir se développer. Qu'est-ce qu'il faut pour que justement tout ce qui est déjà très structuré sur le territoire puisse grandir et participer à la relance économique de la France ? Ouais, écoutez, je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on vive ce qu'on dit depuis des années, c'est-à-dire que la santé n'est pas qu'un coût, c'est un investissement, et c'est un investissement qui a une retombée positive à long terme. Et quand vous investissez dans une entreprise biotech, effectivement, vous n'aurez pas de retour sur investissement dans les 5, 10, peut-être 15 ans qui arrivent. Et sur ce territoire, mais comme dans d'autres, en Europe en général, on n'a pas toujours perçu le fait que soutenir ces entreprises de biotech par des investissements massifs, ce n'était pas uniquement investir dans des entreprises qui ont un fort risque d'échec, qui ont une création d'emplois limitée mais de haut niveau, etc. Donc on a une chance, c'est qu'on avait commencé sur le territoire juste avant la crise, puisque la métropole a notamment voté une stratégie de la filière métropolitaine sur la filière health tech
juste avant le démarrage de la crise, en décembre 2019. Mais on avait commencé à voir que sur ce territoire, il fallait désormais investir autour des entreprises pour les accompagner. Et c'est quoi investir autour des entreprises pour les accompagner? C'est que ces entreprises-là sont des entreprises ultra-capitalistiques qui ne peuvent pas aujourd'hui investir tout simplement dans leurs bâtiments, dans le foncier. Ce sont des entreprises qui doivent être extrêmement focalisées sur l'investissement dans la R&D, dans les talents, parce qu'on est aussi dans un sujet où on va parler talents. Et donc, on a besoin que les pouvoirs publics nous accompagnent sur tout ce mouvement qui va consister à créer l'environnement le plus favorable pour que les entrepreneurs, les chercheurs et les investisseurs n'aient juste qu'à faire leur métier, c'est de chercher. Et la décision politique là-dessus était compliquée parce qu'encore une fois, ce sont des industries qui ont des retombées à long terme et que le long-termisme n'est pas forcément toujours le temps du politique. Ça, on a eu une chance, et j'espère sur le territoire de la métropole, je pense une vraie opportunité pour contribuer ainsi à la relance parce que la plupart des entreprises dont vous entendez parler aujourd'hui, même quand on vous parle des tests salivaires, il faut savoir qu'un des tests salivaires EasyCov dont on parle, c'est une entreprise qui s'appelle Alcediag, qui est basée à Montpellier, mais dont la maison mère est à Roussé. Inat Pharma, dont vous entendez tous parler sur d'autres sujets de cancérologie depuis des années, aujourd'hui travaille sur des solutions thérapeutiques pour le Covid. HelloCare pour la télémédecine, Healthfy pour la télémédecine, toutes ces entreprises-là sont des entreprises du territoire. Donc on a vraiment des entreprises qui sont à la pointe de ce combat pour trouver des solutions sur le territoire et donc elles peuvent contribuer directement à la lutte contre la pandémie. Tout à l'heure, on parlait du diagnostic. Alors là, c'est un exemple très précis de ce que justement apporte le territoire au niveau national. Donc, il y aura le lancement officiel la semaine prochaine d'une structuration au niveau diagnostic, au niveau français. Et donc, il y a une grosse contribution du pôle et des entreprises du territoire là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Le diagnostic médical, pour la plupart d'entre nous, c'est juste un acte de biologie médicale où on va aller mesurer des mesures et des marqueurs assez classiques que l'on connaît. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la médecine personnalisée depuis des années, vous savez que ce qui compte, c'est de donner le bon traitement au bon patient. Et on a tous connu autour de nous des gens qui, pour le même cancer, ne vont pas avoir le même traitement, puisqu'évidemment, on va personnaliser le traitement en fonction des marqueurs personnels du patient. Et depuis des années, cette filière du diagnostic médical est très développée sur notre territoire. Eurobiomed a lancé dès 2012 la structuration d'une filière régionale du diagnostic médical qui s'appelait Eurobiomed Diagnostic. Et on a une concentration d'entreprises dans ce secteur-là très importante. Et ces entreprises-là, ces dernières années, sont arrivées sur le marché avec des produits diagnostiques qu'elles n'ont pas pu vendre en France. Tout simplement parce que difficulté pour l'acceptabilité de ces kits de diagnostic, dans le remboursement, définition de prix qui était parfois extrêmement bas. Donc on est dans une situation où aujourd'hui notre pays n'était pas encore motivé, on va dire, à développer cette industrie du diagnostic. Pourquoi? Parce qu'évidemment c'est un coût pour la société que de devoir vous faire un diagnostic avant de vous faire un traitement. Bien qu'évidemment, si on regarde le coût sur la durée de vie du traitement du patient, on va réduire effectivement les coûts associés à cette maladie-là. Il se trouve que grâce, et je crois que c'est vraiment une grâce malheureusement à la pandémie, la structuration d'une filière nationale du diagnostic médical s'envole. C'est extrêmement important parce que je crois que là on a tous compris certes ce que c'est un PCR, mais vous avez aussi tous entendu les difficultés d'approvisionnement qu'on a eues au démarrage de la crise sur des choses aussi simples qu'un coton-tige, on va dire, pour faire un prélèvement. Les entreprises du diagnostic ont montré, et notamment les entreprises marseillaises, prenez Sifordiag qui travaille, vous le savez, avec les pompiers par exemple de Marseille pour mettre en place des solutions de diagnostic pour vérifier la qualité des surfaces, pour savoir si elles sont ou pas atteintes par le Covid. Prenez des entreprises comme AlioDX, prenez des entreprises comme X-Rapid. On voit bien que toutes ces entreprises-là développent des solutions qui peuvent permettre de répondre à des enjeux de santé publique en cas d'urgence, mais demain aussi de manière beaucoup plus quotidienne. Et c'est ça l'enjeu de cette filière du diagnostic qui, j'insiste, est portée à la fois par des grands groupes, puisque vous le verrez, Biomérieux et le syndicat des industries du diagnostic sont partie prenante, mais aussi par l'ensemble des PME françaises au travers de la représentation des pôles de compétitivité qui apporteront notre réseau de PME. Donc il y aura probablement, en tout cas c'est la volonté de cette filière, un changement dans les pratiques de soins aussi, par une meilleure prise en considération du diagnostic médical.
plutôt un bon exemple de la place du territoire dans la relance française. On a parlé aussi infectiologie. C'est un autre des enseignements de la crise et c'est une autre force du territoire. Ah, bien sûr, c'est une autre force du territoire, infectiologie. On voit ressurgir, grâce, pardonnez-moi de le dire, mais la pandémie, des sujets sur lesquels plus personne ne voulait investir. L'infectiologie, l'antibiorésistance, tous ces sujets sur lesquels on a des laboratoires très puissants, beaucoup moins en revanche de PME et de start-up. Pourquoi ? Parce que ces PME et ces start-up ne trouvent pas d'investisseurs qui jusqu'à présent n'étaient pas intéressés par ces domaines, qui semblaient être des domaines pour des populations plus éloignées, on va dire, des populations aisées qu'on représente en Europe. Je crois que ça aussi, ça va être un des enseignements de la crise, c'est comment est-ce que notre territoire, au travers de ses savoir-faire très importants et de notre position méditerranéenne, qui, pour le coup, va jouer son rôle, je l'espère, va pouvoir aussi réinvestir ces champs thérapeutiques qui sont totalement négligés depuis des années. Est-ce que ça veut dire que les investisseurs vont regarder les biotech ou les health tech d'un meilleur œil et oser prendre des risques ? J'en suis absolument persuadée. D'ailleurs, on constate que les entreprises qui devaient lever des fonds pendant la crise, pour la plupart, ont poursuivi leur processus de levée de fonds. Je pense qu'il y a quelque chose qui va aussi changer fondamentalement, c'est que le grand public a compris l'importance d'avoir une recherche en santé forte, qu'elle soit publique ou qu'elle soit portée par les PME. De ce fait, si demain votre banquier vous propose un PEA PME dans lequel il y a des entreprises de santé, je crois que maintenant n'importe qui d'entre nous va regarder ce type d'investissement de manière beaucoup plus intéressée. Et évidemment, je ne parle pas, mais je pense que ça sera aussi un mouvement de fonds plus important, mais de l'ensemble des fonds d'investissement, de l'ensemble aussi des établissements bancaires qui désormais regardent de manière tout à fait différente l'opportunité d'investir dans ces entreprises-là et du coup appréhendent le risque de manière différente. Il faut bien comprendre qu'auparavant, le niveau de risque était tellement énorme qu'on comprend aisément qu'on allait vers des choses qui semblaient beaucoup plus simples. Voilà. Le rôle aussi du territoire, on en a parlé tout à l'heure, de la relocalisation industrielle. Est-ce que le tissu ici étant tellement bien tissé, bien structuré, peut justement aider à une certaine relocalisation en santé ? Ça peut certainement aider. Au sein d'Eurobiomed, on a beaucoup réfléchi à cette question de la relocalisation industrielle. Relocaliser des industries lourdes pour de la production de médicaments, comme c'est le cas dans France Relance, est une opportunité. Donc c'est une option qu'il fallait évidemment saisir. Je pense qu'au-delà de ça, ce qu'il va falloir penser à faire, c'est faire en sorte que l'argent qu'on va investir dans une PME biotech au stade de la recherche et les 150, 200 millions d'euros qui vont être investis dans cette entreprise pour amener un produit sur le marché, il va falloir s'assurer que ce produit sur le marché-là va être produit en France. Donc plus que de relocaliser, je crois, des produits qui sont actuellement faits ailleurs, je crois que le territoire a intérêt aussi à miser sur le fait que toutes nos entreprises qui aujourd'hui font de la R&D, qui va emmener sur une nouvelle solution diagnostique, thérapeutique ou autre, elles puissent produire cet équipement-là ou ce produit-là sur le territoire. En gros, ne laissons pas non plus échapper la valeur finale de la production de ces outils ou de ces médicaments. Il faudra rester vigilant sur toute la chaîne de valeur, finalement. Il faut une volonté politique, mais je crois qu'on l'a actuellement, d'avoir sur un territoire et de construire un territoire, une filière, depuis la R&D jusqu'à la production. Oui. Et de ne pas se focaliser sur certains segments. Une filière, ça va beaucoup plus loin. C'est une vision globale, en fait, qu'il faut avoir. Tout à fait. Oui. La filière, vous la voyez évoluer comment Alors, on va faire comme tout à l'heure, on ne va pas trop se projeter trop loin, mais dans les 2 ans, par exemple, ça sera quoi ? Plus structuré ? Ça va être mieux regardé aussi. Il y a eu beaucoup de l'actualité, a beaucoup posé les yeux vers Aix-Marseille, mais est-ce que justement, il y a aussi au niveau européen peut-être des choses qui peuvent se passer pour que le territoire soit encore plus regardé au niveau de ses compétences en santé ? Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités. L'opportunité, je crois, si on part de l'Europe, dans 2 ans, moi je crois que la filière sera très solide, beaucoup plus solide que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui en tout cas. Les opportunités, elles sont aussi à la convergence de la table ronde précédente, c'est-à-dire la convergence du numérique et de la santé, qui aujourd'hui est une opportunité forte aussi pour ce territoire. Notre territoire va avoir certaines de ces pépites industrielles et PME qui vont délivrer des résultats probablement très exceptionnel dans les 2 années à venir. Je crois qu'il est aussi important de savoir valoriser et le moment venu de pouvoir bien s'appuyer sur ces réussites-là. Il faut que nous ayons aussi un peu plus de fierté de ce qui se déploie et des réussites qu'on a sur ce territoire.
Et puis nous aurons d'ici 2 ans, je pense, l'arrivée d'entreprises extérieures, puisque si tout va bien, nous aurons des nouvelles capacités pour accueillir des entreprises dans le secteur de la santé, que ce soit dans la biotech, dans la medtech, mais aussi dans la télémédecine. Et cette structuration du territoire qui va permettre aussi de faire venir des talents extérieurs, des entreprises extérieures, je crois, peut créer le souffle nouveau qui là peut vraiment nous amener sur un territoire qui sera très particulier en ce que ce sera vraiment l'innovation par les PME pour les patients qui se fera sur Aix-Marseille. Donc en fait, la filière va forcément grandir. Est-ce qu'il y a encore des manques aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait attirer, vous parliez justement il manque des grosses pharma, est-ce que ça pourrait être le cas? Est-ce que c'est souhaitable ou pas je pense que ce qui est important, c'est que des pharma viennent faire beaucoup plus de collaboration ici. Aujourd'hui, le modèle dans lequel on va délocaliser une industrie pharmaceutique, je n'y crois plus. En revanche, que les pharma viennent travailler avec les laboratoires de recherche ou avec les PME en délocalisant des équipes ou en faisant du travail évidemment à distance avec des entreprises ou des équipes du territoire, ça oui, ce sera important. Après, ce qui va manquer, il faut être très clair, aujourd'hui, c'est le rapport temps-innovation qui a été totalement modifié par la crise. Pour mettre un produit sur le marché, dans notre secteur d'activité, parfois il fallait que vous dialoguiez 2 ans, 3 ans, 4 ans avec les autorités réglementaires. Par la crise, ce temps a parfois été réduit à quelques semaines. C'est tout ça qu'il faut qu'on réussisse à changer. Et là, le territoire a aussi sa place, au-delà bien sûr de l'État, qui sera primordial, ou de l'Europe, qui aura un rôle primordial là-dedans. Je crois que si on veut réussir à affronter cette crise et à en faire une vraie opportunité pour le territoire, pour les entreprises et pour les patients, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui compte, c'est que les innovations qu'on développe, elles arrivent d'abord à nos patients aussi et que nos patients ne soient pas oubliés, il faut tout simplement aussi casser ces barrières qui aujourd'hui font que l'innovation arrive très lentement sur le marché parce qu'on a aussi une bureaucratie qui n'est pas dans le temps de l'innovation en tout cas. De l'innovation ouais. Et puis du besoin de la société. On avait évoqué un sujet avec les comités stratégiques de filière. C'est important d'être associé justement à ces réflexions en haut lieu, j'ai envie de dire. C'est très important d'y être associé, mais pour pousser aussi des revendications. Notre principale revendication aujourd'hui dans ces comités stratégiques de filière, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie de la santé est quand même largement représentée par les grands groupes pharma. Et tout à l'heure, on parlait du manque des CTO, par exemple, dans certaines réunions. Nous, c'est très clairement l'absence d'un tissu d'entrepreneurs biotech dans ces hauts lieux de décision. Et donc oui, il faut continuer à y aller, c'est le rôle d'organisation comme celle que je dirige, que d'y être, mais bien pour rappeler aussi que, bien sûr, vous avez, et il faut dialoguer avec les 15-20 plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux sur ces tables rondes, mais il faut aussi qu'autour de la table, il y ait de la biotech, il y ait de la PME, il y ait de la start-up, qui puissent venir demander les mesures nécessaires à leur développement. Et je crois qu'on est dans une filière qui n'est pas toujours en train de quémander de l'argent. Je crois que ce qui est très clairement ressorti aujourd'hui de la crise, c'est que ce qui demande, c'est de la simplicité, c'est de la réactivité, c'est de l'écoute, c'est de la capacité à collaborer de manière plus simple, nouer des collaborations entre l'industrie et la recherche académique ou la recherche clinique. Je crois que c'est ça vraiment l'enseignement. L'argent, il existe, mais ce qu'il faut, c'est mettre en place les moyens de pouvoir l'utiliser. Oui, et vous avez les mêmes problèmes que les startups presque en fait. Mais complètement. Oui. Le pôle a aussi travaillé sur un plan de relance. On peut avoir peut-être les 2 axes principaux. Tout à fait. Nous, notre premier axe principal, c'est garantir une souveraineté et relancer la souveraineté technologique de la France en passant par le soutien à l'innovation issue des laboratoires de recherche et des jeunes entreprises, parce qu'on croit que c'est vraiment ça le point important, c'est que la relance, ça passe par tous ceux qui font l'innovation, et je le répète, mais ils sont d'abord dans les labos et dans les PME. Donc ça, c'était le premier axe. Et bien dire que la relocalisation, la réindustrialisation, ce n'est pas uniquement d'attirer 2-3 usines d'un grand groupe, mais c'est bien de s'assurer que ces entreprises sont présentes sur le territoire. Et le deuxième axe, c'est d'affronter le défi du développement de la filière, qui est celui de l'investissement.
investissement dans la mise en place de moyens, comme on a dit, fonciers ou autres, mais aussi investissement en capital. Et pour ça, il y a des revendications anciennes dans la filière, mais pourquoi pas revenir sur des choses qui ont été envisagées pendant très longtemps, comme l'orientation d'une partie de l'épargne des assurances vie vers des secteurs innovants, pour nous permettre de déployer des moyens d'investissement dans ces entreprises-là. Il faut bien voir que c'est un facteur 10 probablement qui existe dans l'investissement entre une entreprise européenne et une entreprise américaine, par exemple. Alors justement, c'est rigolo, ne pas le terme, mais vous avez des problématiques qu'on a évoquées dans la table ronde précédente. Oui. On parlait des investisseurs justement tout à l'heure. Il y a eu deux gros succès sur le territoire, vous me dites si je ne me trompe pas, mais il y a eu deux jolies pépites qui se sont fait racheter par des grands labos. Oui. Pareil, est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Pas forcément une bonne nouvelle parce qu'on sait que derrière il ne se passe pas toujours que de belles choses. Mais est-ce que c'est un peu le Graal comme une start-up qui va à un moment donné se faire racheter par un grand groupe? Ça va vraiment dépendre des modèles. Je crois qu'à l'époque où ces entreprises ont été rachetées, Oui, c'était le déjà... seul modèle existant, puisqu'on parle d'entreprises il y a maintenant déjà 4 ans ou 5 ans. Donc c'était absolument le seul modèle existant. C'est-à-dire que le modèle, c'était de développer des molécules à un stade avancé. Et après, pour assurer la commercialisation de ces molécules et avoir le réseau de distributeurs mondial qui est nécessaire pour diffuser ces traitements, le modèle classique était de s'allier à un grand groupe industriel qui, du coup, allait assurer la dernière phase de développement et la commercialisation de ces produits. Aujourd'hui, on voit que des modèles différents existent. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux, parce que une des entreprises en question, qui a été rachetée par un grand groupe, a essaimé à la suite de ce rachat 5 ou 6 nouvelles entreprises. Donc c'est aussi, je crois... L'effet d'entraînement, en fait, et c'est ça, d'essaimage. Ouais. Faut pas voir, je crois qu'il ne faut pas voir toujours ce type de rachat comme étant quelque chose de négatif. En revanche, il ne faut pas que ce soit l'unique opportunité de sortie par les entreprises. Il faut laisser l'entrepreneur libre de son choix. Il peut avoir une solution de sortie pour une de ces molécules, par exemple, qui va décider de vendre à un grand groupe, pour pouvoir, pourquoi pas, renforcer sa capacité à développer en propre une autre molécule qui va lui permettre de devenir, pourquoi pas, une middle pharma, comme on dit, et aller au bout. Effectivement. Vous parliez des États-Unis tout à l'heure. C'est aussi un terrain que vous allez explorer avec Eurobiomed. Vous amenez aussi les startups et les PME sur ce terrain-là. Il y a des accords qui ont été passés, je crois, avec Boston, il me semble. Ça donne quoi, même encore aujourd'hui? Est-ce que ce genre de partenariat peut aussi porter la relance? Alors nous, on est en partenariat fort avec San Diego et la Californie de manière plus large maintenant. Ces partenariats peuvent porter une partie de la solution, mais très honnêtement, notre industrie est tellement mondialisée qu'aujourd'hui, un industriel dans notre domaine, et je ne parle pas du numérique, parce que pour le coup, le secteur de la e-santé, aujourd'hui réfléchit sur des territoires et des marchés qui sont beaucoup plus proches de lui. Mais en tout cas, dans les secteurs très technologiques du médicament, par exemple, ou du dispositif médicaux, nos entreprises sont immédiatement en prise avec des partenariats internationaux, dont beaucoup sont aux États-Unis. Donc je crois que ça contribue, parce que notamment ça permet, et on a pu avoir des similitudes ou des comparaisons, des échanges sur ce qu'il fallait faire pour relancer l'économie de la biotech en cette période de crise avec nos homologues de San Diego. Mais je crois que ce n'est pas la clé. Je crois que la clé, elle est vraiment dans la capacité à faciliter le quotidien de ces entreprises qui font de l'innovation en santé. Faciliter le quotidien, ça veut dire aussi leur donner les mètres carrés suffisants pour pouvoir se développer. Alors ici, on est sur un territoire dans lequel, y compris au sein de la bourse, que ce soit la métropole, la chambre ou les différentes collectivités nous aident. Et nous espérons tous beaucoup, puisqu'il y a sur Aix-Marseille, il y a un problème de foncier qui est manifeste, pouvoir voir très prochainement l'arrivée de foncier disponible. Donc, vous savez qu'avant le confinement et durant les derniers mois, on a beaucoup parlé du campus Sainte-Marguerite. C'est pour nous une vraie opportunité. Si on arrivait à délivrer et à sortir des mètres carrés sur ce territoire pour accueillir des entreprises dans le secteur de la santé, je crois que ça serait un essor fabuleux pour notre métropole. Je dirige Eurobiomed depuis plus de 10 ans et malheureusement, je ne compte plus les exemples d'entreprises qui ont souhaité venir travailler sur ce territoire, s'y implanter et qui n'ont pas pu le faire parce que nous n'avions pas de mètres carrés disponibles à leur offrir. Et pour tous ceux qui s'intéressent, je vous invite à aller faire un petit tour vers le Mini pour regarder dans quelles conditions les entreprises travaillent.
Elle travaille sur des sujets très technologiques avec des gens très qualifiés et puis qui s'entassent dans des bureaux parce que nous n'arrivons pas à proposer à ces entreprises des mètres carrés pour leur permettre de développer leur propre entreprise. Donc la question du foncier est sur ce territoire pour toutes les filières une vraie problématique, on en a bien conscience. Sur la filière biotech, ça sera encore plus, et ça a été encore plus difficile parce qu'il va falloir au début prendre des paris pour aider des jeunes entreprises à avoir cette disponibilité foncière-là. Mais c'est pour nous, avec la partie du financement privé, vraiment le verrou qui peut, s'il saute, changer totalement la donne sur l'importance de cette filière pour le territoire. La filière qui est regardée donc au niveau national, on l'a évoqué avec la filière du diagnostic tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait d'autres segments dans la filière qui sont prometteurs et qu'on ne voit pas, nous, encore émerger, mais que vous sentez arriver ? Je crois que ce qui va changer totalement, c'est la partie de l'organisation des soins. Et pour le coup, la table ronde précédente m'a fait quand même avoir une interrogation. C'est que nous, on voit beaucoup dans le domaine de la santé des technologies qui arrivent développées par des technologues et qui ne servent absolument pas l'usager. Donc vous avez parlé du X tout à l'heure, mais on a aussi beaucoup parlé du fait de considérer la technologie comme un besoin en tant que tel. Et ça, c'est totalement différent de la manière dont jusqu'à présent, nous, on perçoit l'intégration de ces technologies dans le système de soins. Parce qu'on a vu beaucoup d'échecs de solutions technologiques qui avaient été conçues sans les parties prenantes utilisatrices au final. Et là, donc, ce dont on parle aujourd'hui, on parle de télémédecine, où on a finalement un patient, un intervenant tiers et un médecin. On a vu le soin, et on a vu à quel point les structures de soins ont su s'adapter et assouplir leur fonctionnement pour répondre à la crise. Je crois que la question qui peut-être va se poser demain, ça va être vraiment des solutions qui vont intégrer à la fois la technologie, qui est celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, des nouveaux dispositifs médicaux, de nouveaux médicaments, mais aussi l'impact que cela aura sur l'organisation de notre système de soins. Parce que je crois que la télémédecine aujourd'hui n'est qu'un bout de la réponse et on n'a pas aujourd'hui encore vu arriver de nouvelles solutions qui vont être de manière beaucoup plus globale au service de l'optimisation de l'ensemble de notre filière de soins, depuis y compris la prise en charge des aînés, puisque je crois que là, c'est aussi évidemment un champ qu'il va falloir explorer. C'est un champ qui n'est pas suffisamment exploré encore aujourd'hui. C'est un champ qui est très exploré, mais c'est un champ qui est peu mis en œuvre. Parce que c'est compliqué, parce que le modèle économique, justement, est difficile à trouver. Qui paye ? Vous savez, la question, elle est toujours celle-ci. Donc, je crois que ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est passer d'une économie de la santé où on regarde le coût de l'acte à une économie de la santé qui regarde l'impact global sur la vie du patient. Et effectivement, il faut parfois sûrement investir un petit peu sur une solution technologique qui va avoir un coût facial très important pour au final se rendre compte à quel point on aura maintenu l'autonomie de la patiente ou du patient en question, évité une hospitalisation, permis aux aidants de continuer à travailler, etc., etc. Je crois que là, il y a énormément de champs à explorer. Et il y a aussi, évidemment, je crois que la connexion plus forte entre le citoyen maintenant et le domaine de la santé va emmener vraiment des chamboulements qu'on ne perçoit pas encore. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être pas, mais Eurobiomed ne couvre pas que Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous couvrez aussi l'Occitanie. Est-ce qu'il y a aussi une réponse plus sud, et pas forcément que région par région, en tout cas administrativement parlant, mais un champ plus large qui peut adresser les nouveaux défis de santé? Oui, je crois que dans le domaine de la santé, ce grand sud fait sens totalement, c'est historique. On parlait de l'infectiologie tout à l'heure, il faut savoir que les réseaux de recherche en infectiologie pendant très longtemps ont été méditerranéens en fait. Et donc ont permis en fait de travailler depuis Nice jusqu'à Montpellier et au-delà. Donc oui, le Grand Sud va apporter une réponse. Et puis, je vous le disais, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais je crois que le Grand Sud va devoir aussi affronter la question maintenant de sa position méditerranéenne, parce que désormais, on a bien vu que cette mondialisation et cette globalisation de l'ensemble des sujets de santé doit aussi nous amener à avoir des réponses qui puissent concerner l'ensemble des populations sur cette planète. Et là, je crois que notre position géostratégique méditerranéenne va prendre un sens qu'on n'a peut-être pas réussi à lui trouver jusqu'à présent. Très bien. Merci beaucoup, Émilie Royer, donc, DG du pôle Eurobiomed. Merci à vous. Merci.